bonsoir ou bonne nuit. Ici Tootsie, grand amoureux de musique kitsch et d'histoires sordides. Aujourd'hui, j'aimerais nous replonger dans une période assez glauque d'Internet, une période durant laquelle beaucoup de gens de ma génération ont malencontreusement connu, une période durant laquelle des vidéos bien dégueulasses faisaient sensation. Des vidéos comme Two Girls One Cup, Top Girl, Mr. Hands. Et là, parenthèse, je ne recommande à personne de regarder ce genre de vidéos. Je suis pas ici pour en faire la promotion, je m'intéresse aux phénomènes et aux mystères qui les entourent. Si vous voulez voir du gore, il y a la fiction. Moi-même, j'adore le cinéma gore, le cinéma trash. Vous pouvez m'écrire en privé, je vais vous faire des suggestions, ça va me faire plaisir. Fin de la parenthèse. Pour beaucoup de ces vidéos, on pouvait trouver des clips de réaction sur YouTube. Beaucoup de clips de réaction, avec souvent des jeunes en très bas âge, des gens qui réagissent d'une façon souvent très désensibilisée. Donc ils vont rire, ils vont crier au sensationnalisme, ils vont pleurer. En même temps, j'ai été ado, c'est-à-dire que j'ai été un peu fouineur moi aussi. Et encore aujourd'hui. Et c'est justement lors de mon adolescence que je suis tombé sur une vidéo absolument dégueulasse, absolument immorale, qui a réussi à se faire un chemin sur YouTube de multiples façons. Ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est un extrait save du clip qui est disponible sur YouTube pour je ne sais quelle raison. À l'époque, la vidéo originale qui était disponible sur un site web qui n'existe plus aujourd'hui a été vue par beaucoup de gens qui ont posté leurs vidéos de réaction sur YouTube. Beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants. Ma génération est fucked up. Je vais pas vous décrire en détail ce qui se passe dans cette vidéo, mais je peux vous dire que ça met en scène une jeune femme dans une maison abandonnée, ainsi qu'une tête de vache morte, évidemment, et écorchée. J'ai trouvé quelques YouTubers qui en parlent, mais c'est pas un cas très médiatisé et avec raison. Mais à la fin de cette vidéo, il y a un générique. Parce que oui, les gens qui ont fait ça ont voulu être crédités. C'est là que ça devient intéressant parce que avec le nom de ces gens, en principe, ça facilite les recherches. Hein? Je vais pouvoir trouver le pourquoi de cette vidéo existe, right? Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est un projet d'art contemporain à la moralité douteuse? What the fuck is that? I just wanna know. À mon grand étonnement, cette vidéo a une page IMDb qui finalement ne dit pas grand chose, mis à part un review qui prétend pour l'acteur principal que c'était juste une job et que ça n'a jamais supposé être rien d'autre qu'un court-métrage étrange. Ben oui, ça explique tout. Mais bien entendu, il n'y a aucune source de cité. Peut-être que ça vient d'une entrevue que Thistle Harlequin, donc c'est son pseudonyme d'artiste, je crois qu'il en a plusieurs. Peut-être que ça vient d'une entrevue que Thistle Harlequin accordait à des blogs à l'occasion, mais si c'est le cas, j'ai pas réussi à avoir accès à ces articles, même avec la Wayback Machine. J'ai pu néanmoins y voir un peu de son site web, mais j'y reviendrai plus tard. Avec un peu plus de recherche, j'ai pu voir qu'il a entre autres accordé une entrevue à Bizarre Magazine. Donc c'était l'édition de juin 2007, out of print. C'est très difficile à trouver, donc si vous avez ça quelque part, d'archiver, d'entreposer si vous êtes un collectionneur, ben écoutez, je serais très curieux d'avoir accès à cette entrevue, donc voilà. Je le lance dans l'univers. Bref, j'y reviendrai plus tard. Qu'est-ce que nous apprenons ici? La vidéo est sortie en 2006. On constate que Matt McKay n'a jamais réalisé rien d'autre que ce vidéo gore. Eddie Nova, soundman et compositeur pour le projet, semble n'avoir rien d'autre à son actif. Cependant, sur une vidéo de réaction disponible sur YouTube, on peut trouver un commentaire d'Eddie Nova laissé il y a environ 3 ans. Donc c'est quand même récent si on compare à la vidéo originale qui date de 2006, qui donne un peu plus d'informations sur le vidéo choc. J'ai aidé à la création de ce film. J'ai fait la musique et mon coloc, la caméra, mais la vraie histoire qui est arrivée après à mon coloc et l'acteur est bien plus sombre et effrayante que ce qui se trouve dans cette vidéo. Et triste à un point que peu de gens savent, parce qu'il est difficile d'en parler à cause de cette forte amitié que j'avais avec mon coloc.
J'étais un DJ techno à l'époque, mais j'aimais faire de la musique industrielle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce projet. Il y avait une boutique vidéo appelée Salzar, qui possédait une section de films étudiants locaux que l'on pouvait louer gratuitement. On leur a donné la copie pour qu'ils puissent la mettre sur les tablettes. Ça a pris fin en ce moment, jusqu'à ce que je remarque des gens en parler en ligne. Le reste n'est que de l'histoire. Je vais prendre une gorgée d'eau, j'ai la bouche sèche. Excusez-moi. Alors, quelle est cette vraie histoire? En 2005, Alexandro Guerrero apparaît dans Spunked, un reality show pornographique gay mettant en scène des situations grotesques à la Jackass. Il apparaissait aux côtés de James St. James et Dylan Vox, qui sont relativement connus, semble-t-il. Ça, c'était en 2005. Ensuite de ça, en 2006, la même année que son vidéo choc, il serait apparu dans The Boys and Girls Guide to Getting Down, un documentaire ou un docu-fiction suivant un groupe de jeunes dans leur soirée de débauche. Puis, en 2009, il serait apparu dans Llegas Tarde, un court-métrage réalisé par Fernanda Ruiz en 2009, dont je n'ai absolument rien trouvé lors de mes recherches. Par contre, j'ai pu apprendre qu'Alexandro Guerrero est né en 1983 et qu'il était un artiste de performance et body piercer décédé le 31 mai 2011. La raison du décès n'est pas connue, mais on peut supposer que c'était relié à son addiction aux chimiques. Il postait notamment des photos de lui-même en train de s'injecter probablement de l'héroïne. Il a été très actif sur Internet de 2005 à 2011. Il avait un site web sur lequel il faisait majoritairement la promotion de Putrid Sex Object. Donc, il vendait des DVD à 20$, pas cher. Il mettait de l'avant des interviews, des mentions sur des blogs. Il partageait aussi les vidéos de réaction de gens sur YouTube et vous invitait à tourner la vôtre. Très humble. Je sais qu'il a eu une chaîne YouTube qui a été supprimée et une grande partie de son contenu a été archivée par Alice Scum pour une œuvre d'art qu'elle dédiait à lui et à son art. C'est elle qui le dit. Mais en gros, on a un aperçu de la chaîne d'Alexandro de l'époque, avec beaucoup de passages censurés et ou modifiés pour les règlements YouTube. C'est déjà très triggering. On le voit faire de l'Urban Explorer glauque, percer le visage de ses amis en prenant soin de ne pas essuyer le sang. Et là, ça devient de plus en plus glauque. Il y a ce clip où une amie le filme dans un décor bizarre, avec une seringue en avant-plan. Il y a une autre vidéo appelée Annoying Patient at Hospital où il enregistre un patient en pleine crise dans un centre hospitalier. C'est pas gentil. Et là, il y a une vidéo vraiment déroutante où il filme ce qui semble être une transfusion sanguine. J'irai pas plus dans les détails concernant ces vidéos, je crois qu'on peut se faire une petite idée du personnage. C'est pas quelqu'un que je peux défendre, il a quand même une tête de vache et il tient des propos absolument dégueulasses sur Twitter, dont des commentaires très violents, très haineux. Ça ne semblait pas être une très bonne personne, mais je peux pas m'empêcher de me sentir triste pour cette personne qui était définitivement très seule et dangereusement malade. Sur son Tumblr, il racontait qu'il était accro aux narcotiques et qu'il s'est fait opérer probablement en 2010 pour une opération à cœur ouvert après être tombé malade. De quoi, on sait pas, mais on peut supposer que c'est relié à son addiction. Mais je suis pas médecin. Donc, il est ressorti de cette opération avec un stimulateur cardiaque. Après coup, il a continué à consommer parce que, une addiction aux narcotiques, c'est pas nécessairement facile à guérir. Surtout qu'Alexandro semblait être une personne assez seule et qui portait sur ses épaules un mal-être constant. Et là, je suis pas en train d'excuser tous les propos horribles qu'il a pu tenir sur Internet. C'était assez difficile de passer à travers son fil Twitter au complet et plusieurs fois.
Je crois d'ailleurs que c'est un account qui a été créé après un bannissement parce que c'est un compte qui a été actif qu'en 2011, peut-être parce qu'il postait un peu trop de photos de lui en train de se doser, comme sur Tumblr. Mais entre avril et mai 2011, c'est des centaines et des centaines de tweets qu'on peut trouver sur son profil. Des tweets où il parle de ses trajets en bus, de ses journées au travail, sans jamais oublier de dire du mal sur ses collègues, sur les gens qu'il croise dans le métro, ou encore dans ses séances de désintox. Il mentionne souvent sa mère, comme par exemple lorsqu'elle le conduit à la clinique, ou, bien entendu, pour faire la promotion de son film Choc. Petite gorgée d'eau. J'ai la gueule tellement sèche, I don't know why. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Ce qui m'attriste le plus en lisant cette page Twitter, c'est que jamais personne ne réagissait à ses propos. Donc, j'ai jamais vu de like, de retweet, rien. Alors que beaucoup de ses posts, même si plusieurs étaient, comme je le dis, très triggering, beaucoup de ses posts ressemblaient tout de même à des appels à l'aide. Mais en même temps, lorsqu'une personne ne veut pas s'aider, je peux comprendre que les autres autour n'aient pas nécessairement la force de soutenir un cas aussi intense. Et il y a aussi qu'avec toute la haine et les trucs offensants qu'Alexandro déversait sur les réseaux sociaux, il s'est définitivement mis beaucoup de gens à dos, peu importe la gravité de son addiction et ses moyens d'attirer l'attention. Pourtant, après son décès, des amis lui ont dédié un compte Facebook pour poster des souvenirs et des messages personnels. Ça semble gros comme nouvelle, mais j'ai pas appris beaucoup de choses nouvelles. Donc finalement, semble-t-il que le jeune homme avait un entourage potentiellement pour le supporter. Alors, je le suppose parce qu'il mentionnait quelquefois dans ses posts Twitter d'autres personnes et d'autres personnes apparaissaient aussi dans ses vidéos à l'occasion. Et là, je précise encore que je fais des suppositions parce que c'est pas un cas très médiatisé. Peut-être que le gars avait vraiment plein d'amis qui étaient pas au courant de son activité sur Twitter, je ne sais pas. Parce que l'information que j'ai pu trouver à son sujet s'arrête ici. Donc, je sais, moi aussi j'aurais voulu avoir une histoire plus consistante. J'aurais voulu savoir comment Tessel Harlequin a pu sombrer dans une addiction aussi violente. Comment tu peux arriver à tourner dans une vidéo aussi dégueulasse? On en sait peu sur sa vie avant Internet et je veux bien croire qu'il s'agit d'un projet étudiant. Mais en même temps, même en tant qu'étudiant, je peux pas personnellement considérer que l'on puisse tourner quelque chose comme ça de façon lucide et réfléchie et en tout contrôle de sa vanité. Qu'en était-il exactement de sa santé mentale? Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que définitivement, cette personne n'allait pas bien et qu'elle avait définitivement besoin d'aide, surtout venant d'elle-même. Et est-ce que cette personne avait la volonté ou même la capacité de s'aider à cette période de sa vie? Je sais pas. Mais une chose est certaine, qu'il s'agit bel et bien d'une histoire sombre et assez triste, comme la décrivait Eddie Nova. Donc au final, c'est un cas assez triste qui offre probablement plus de questions que de réponses. Si par hasard vous trouvez plus d'informations dans des archives, donc là pour les collectionneurs de magazines, de bizarres magazines, vous pourriez vérifier si vous avez pas ça quelque part là. Juin 2007. Mais bon, ça fait partie de la game lorsqu'on fait des enquêtes personnelles. Il n'y a pas toujours de raison connue. Il n'y a pas nécessairement de contexte connu. Souvent, tout ce qui en reste, c'est nos suppositions et notre curiosité morbide. Et moi, je ne peux que vous suggérer d'en faire bon usage. Donc, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous en prie, manifestez-vous sous forme de commentaires, de likes, d'abonnements, bref, je ne mords pas. Je suis sur beaucoup de projets présentement. Les enquêtes vidéo, c'est quelque chose que j'essaie, mais si vous aimeriez en voir plus, s'il vous plaît, laissez-moi savoir et je n'oublierai pas. En attendant, mon dernier album Aftermath est maintenant disponible. C'est de l'électropop à la sauce un peu vintage. C'est un vibe à consommer sans modération. C'était Tootsie hors festival qui vous dit au prochain scandale.